Bonjour à tous, salut Victor. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous, désolé pour ces quelques petites minutes de retard. On a eu un petit problème technique sur sur la vidéo, mais ça y est, c'est résolu. Ben, merci à tous d'être présents ce matin pour ce webinaire consacré à Occitanie Géotext que va nous présenter Victor, qui est en levée de fonds sur la plateforme depuis lundi. Donc vous pouvez dès lors déjà participer. L'idée c'est de faire un webinaire un peu comme d'habitude. Je vais emprunter rapidement le groupe Magellim et Baltis et nos convictions sur la partie private equity et notamment dans le secteur d'activité de la transition globale de l'économie. Vous avez sur cet outil-là un petit onglet à droite, en bas à droite, qui s'appelle le chat. Sur lequel vous pouvez interagir pour soit dire bonjour, soit pour poser des questions ou faire des remarques. L'idée, c'est qu'on prenne les questions aussi un peu au fil de l'eau en fonction des sujets qu'on aborde. Donc, n'hésitez pas à interagir. L'idée, c'est que ce soit assez vivant, assez dynamique. Donc, n'hésitez pas à écrire. Bonjour, bonjour Fabrice. Il y a un support que je vais mettre en grand pour pouvoir vous présenter avant de passer la main à Victor. Et on va pouvoir démarrer pour essayer de respecter le timing. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter du coup Géotex. Alors, on parle beaucoup de Géotex, mais le vrai nom est Occitanie Géotex, mais c'est vrai qu'on fait souvent un raccourci en l'appelant Géotex, qui est en pleine levée de fonds en capital de 6 millions d'euros, à laquelle on participe, nous, aux côtés d'investisseurs institutionnels et qualifiés qu'on va vous présenter après, qui est le spécialiste du géotextile de manière écologique et végétale qu'on va bien sûr vous présenter. Donc, on participe à une levée de fonds et c'est aussi donc notre conviction de co-investir beaucoup aujourd'hui aux côtés de fonds. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne Geotex dans sa levée de fonds. Rapidement sur Magellim, que vous connaissez un petit peu tous, explorateur de nouvelles voies d'investissement, groupe créé en 2018 par Steven Perron, aujourd'hui un peu plus de 4 milliards d'actifs sous gestion, 120 collaborateurs en France, principalement à Paris, mais aussi beaucoup à Nantes, qui est le siège historique du groupe. 3 expertises qu'on va voir juste après, l'immobilier, le private equity et les infrastructures. L'immobilier qui est le métier historique du groupe, Magim Capital qui est un peu la nouvelle verticale sur laquelle on accélère, dédiée au private equity, aux valeurs mobilières, et la partie infrastructure qui est pilotée chez nous par Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, et qui nous a rejoint pour monter ce fonds dédié à la décarbonation, notamment des transports. Toutes ces expertises, elles nous viennent des filiales aujourd'hui. Donc, il y a 4 filiales majeures. Foncière Magellan, qui est la société historique du groupe, spécialiste de l'immobilier tertiaire, santé, commerce et bureau. A plus Finance, spécialiste plutôt du private equity et des résidences senior services. Turgot, spécialiste lui du viager, avec une SCI Via Génération. Et Baltis dans cet écosystème-là, qui est la plateforme d'investissement sur laquelle se retrouvent les convictions du groupe, qui est un peu le miroir des activités du groupe. C'est pour ça qu'on retrouve sur Baltis des projets immobiliers et aussi de plus en plus des projets de private equity qui nous concernent aujourd'hui. On travaille depuis plusieurs mois avec donc Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre, ancien secrétaire délégué au transport, qui a rejoint Magellim il y a à peu près un an en tant que managing partner et sur Magellim pour monter le fonds infra et qui nous accompagne, nous, côté Baltis, sur tous les enjeux liés à la mobilité et à l'énergie. Qui nous accompagne sur la partie analyse des startups et aussi sur la partie accompagnement post-levée de fonds. Parce qu'on estime que c'est bien effectivement de lever des fonds, mais c'est aussi bien d'être accompagné après pour le déploiement de la solution. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, côté Baltis, on est accompagné par Jean-Baptiste. Et la thèse d'investissement du groupe Magellim est de plus en plus orientée vers la décarbonation de l'économie, avec des objectifs de neutralité de carbone en 2050 assez ambitieux, assez forts. Donc on souhaite pouvoir y participer. Et on y participe notamment à travers 3 verticales qui sont le transport, l'énergie et la préservation des ressources, qui sont les 3 verticales du fonds infrastructure que Jean-Baptiste est en train de montrer et qui se retrouvent du coup indirectement aussi dans la typologie des projets qu'on finance sur Baltis. Côté Baltis, on est à une communauté d'un peu plus de 13 000 investisseurs. On a financé un peu plus de 200 projets, ce qui représente à peu près 100 millions d'euros. On a un ticket d'entrée à 100 euros sur les projets immobiliers, plutôt 1000 euros sur les parties start-up. Et on est une dizaine de collaborateurs entre Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes. Les 3 produits d'investissement, donc 2 produits immobiliers. Le crowdfunding immobilier qui a un format obligataire pour accompagner des promoteurs et des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres relativement court terme. Puzzle, qui est une offre d'immobilier fractionné où l'objectif c'est d'acquérir des locaux commerciaux en pied d'immeuble
type boulangerie, pharmacie, crèche, restaurant, et de reverser tous les mois les loyers aux investisseurs. Et enfin, l'offre de private equity qui nous concerne aujourd'hui, où on rentre au capital de start-up. On avait commencé à faire des startups dans l'immobilier et le bâtiment, qui est notre métier d'origine. Et ensuite, on a ouvert la mobilité et le transport avec Jean-Baptiste Gébari. Et on ouvre aujourd'hui encore un peu plus avec la partie énergie et ressources. Et 2025, on s'orientera vers des startups dans la santé et des startups dans l'univers de l'eau et des océans. Quelques startups qu'on a financées dernièrement. Comme je disais au départ, on fait beaucoup de co-investissements. C'est pour ça qu'on a financé Zeom, Hero et Cadran, qui sont 3 startups qui ont été financées également par un fonds professionnel dédié à la transition digitale et énergétique du secteur du bâtiment. Donc, on a co-investi à leur côté. Nalo, plutôt une fintech qu'on a revendue entre-temps en 2023 à Apicil. Quartz sur la partie assurance, Gustave sur la partie PropTech et exploitation de coworking haut de gamme à Paris. Et un peu plus récemment, vous avez dû voir sur la plateforme, on a financé Glive, qui s'appelle maintenant Evera, spécialiste de la micromobilité pour les entreprises. Et Fogo, où la levée de fonds est en train de se terminer, donc spécialiste industriel qui a monté un chauffage à base de nouveaux matériaux, de graphène et de béton fibré, coupler ça de l'intelligence artificielle, donc qui vient réduire aussi la facture des particuliers et des entreprises. Donc tout ça, les 2 dernières, sur l'électrique et sur Fogo, participent à la décarbonation de l'économie et rentrent dans cette thèse d'investissement, quoi. Victor, je te passe la main sur la partie Géotex, où normalement tu peux passer les slides directement. Très bien. Merci Alexandre de me passer la main. Très heureux de présenter le projet Occitanie Géotex aujourd'hui. Donc très rapidement, le porteur de projet, je me présente, Victor Lamego, 30 ans d'expérience en ingénierie industrielle. J'ai 55 ans, je suis ingénieur textile de formation et une forte compétence dans l'innovation, dans divers projets en France, mais aussi en Europe et voire dans le monde, avec beaucoup de partenaires, notamment les services des armées avec qui je travaille sur des conceptions de vêtements à usages médicaux ou d'autres applications. Alors, autour de moi, une équipe de projets que j'ai constituée qui me permettent aujourd'hui de lancer un projet industriel de grande envergure, une équipe d'ingénieurs, de scientifiques qui m'ont permis de caractériser la solution que je propose, qui est une réelle alternative à un monde qui est totalement plastifié avec des solutions naturelles. C'est quoi un géotextile? En fait, c'est un matériau 100% végétal qui est issu d'un gisement en Occitanie où on a la volonté de verticaliser toute une filière industrielle du champ au produit fini. Donc, les principales actions de ce géotextile, c'est dans un premier temps remplacer les produits pétrosourcés qui représentent 99% des parts de marché et venir avec des solutions totalement pertinentes pour venir remplacer donc les usages de ces pétrosourcés par des applications dans le génie civil de séparation, de filtration, de renforcement, de drainage et de protection. Donc, les domaines d'utilisation, bien sûr, sont les travaux routiers, les aménagements paysagers, les gestions de l'eau, les constructions ferroviaires et les fondations de bâtiments. Donc, bien sûr, ce géotextile est apprécié par sa durabilité, sa résistance mécanique et chimique sur celle que nous avons mise en œuvre. Le produit, donc, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un produit 100% végétal et écologique, issu de plantes qui seraient de chanvre, que nous avons caractérisées durant 2 ans de prototypage et qui nous permettent aujourd'hui de présenter des solutions totalement adaptées aux besoins des applications qui sont demandées par les maîtres d'œuvre. Nous avons travaillé avec nos équipes pour concevoir une machine totalement nouvelle, une seule configuration dans le monde qui existe aujourd'hui, c'est la nôtre, qui permettra de créer ces géotextiles avec une optimisation maximale dans le process industriel et très peu consommatrice d'eau et d'électricité. À maturité, donc, nous souhaitons produire 10 millions de mètres carrés de géotextiles qui correspond à peu près à 3% des parts de marché en France, en sachant que très peu de solutions végétales sont proposées à l'heure actuelle. Donc, les points forts du projet, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un produit abouti et certifiable, qui est le résultat de plusieurs tests de qualification de fibres menés chez les fabricants et accompagnés par des laboratoires scientifiques. Des lettres d'intérêt que nous avons à notre disposition de la part de la SNCF, Eiffage et d'autres acteurs qui se mobilisent autour de ce projet.
un secteur agricole de grande culture qui se sont mobilisés autour de notre projet afin de nous mettre à disposition toutes les surfaces agricoles qui sont nécessaires à notre industrialisation. Une machine donc de nouvelle génération que nous avons conçue avec des fabricants français qui nous permettent aujourd'hui de concevoir ces géotextiles avec une technologie de rupture qui nous permettent d'atteindre des performances inédites sur les produits que nous proposons. Et ensuite, bien évidemment, pour être vertueux, une emprise foncière sur laquelle on a voulu être aussi vertueux. On a racheté des friches industrielles de 10 000 m² dans une des régions les plus sinistrées de France, qui est la région du Pays de Dôme, où nous étions leaders du textile dans le passé. Et aujourd'hui, nous avons racheté ces friches que nous avons démolies. Et ce projet on va lancer ce projet industriel avec un outil et un bâtiment qui correspondent aussi aux contraintes environnementales sur lequel nous avons toutes les autorisations pour lancer le projet industriel. Un projet industriel innovant, c'est de la semence du chanvre jusqu'au produit fini. On veut être 100% zéro déchet et valoriser l'ensemble des produits et des coproduits qui nous permettent de trouver des filières qui sont demandeuses de tous les produits et coproduits que nous allons transformer dans cette filière. Donc on a des acteurs qui se sont mobilisés déjà pour nous racheter tous les gisements. Donc c'est pour ça qu'on est très satisfait des démarches que nous avons fait commerciales qui sont tout à fait en adéquation avec les objectifs que nous sommes fixés. Donc très rapidement, les campagnes d'essai abouties, c'est qu'on a voulu aussi challenger le produit avec ce qui existe aujourd'hui dans des solutions pétrosourcées. Et on peut voir que sur les performances obtenues, on vient vraiment challenger les produits pétrosourcés par les caractéristiques techniques que nous avons obtenues. On se fait accompagner par des membres du comité ASCAL, qui est l'organisme de certification avec le CEREMA, qui nous accompagne dans la certification de nos produits et où on a des lettres maintenant d'engagement de leur part qui confirment que l'utilisation de notre produit correspond totalement aux utilisations des donneurs d'ordre. Donc voilà, toutes les campagnes d'essai abouties. On a voulu aussi proposer plusieurs solutions en fonction des applications visées. Donc sur le slide, vous voyez plusieurs propositions de géotextiles avec des armatures différentes pour diverses applications. Donc exemple, le filet 2 a été conçu à la demande du ministère de la Transition écologique en lien avec les océans pour caractériser des produits pour le désensablement des traits de côte. Et ce produit rentre totalement dans les applications pour ses fonctionnalités. Ensuite, d'autres produits que vous voyez sur le filet 1, 3, 4, 5, c'est en fonction des applications de revégétalisation, stabilisation des talus. Tous ces géofilets ont fait l'objet d'études techniques poussées afin de pouvoir proposer des produits clés en main lors du démarrage de l'unité de fabrication. Donc, un outil industriel innovant, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez une synoptique industrielle. C'est un procédé en deux phases, un procédé où on valorise en partie la laine qui est un gisement qui est en pleine problématique d'écoulement sur lequel on vient valoriser ce gisement. Et ensuite, la transformation donc du chanvre par une opération de décortication, c'est-à-dire la plante, on la travaille, on la décortique et on en sépare un élément qui est la valeur noble de la fibre qui va concevoir le géotextile, et ensuite la chenevote et la poussière. La poussière qui sera revalorisée par de la chaudière biomasse pour chauffer 10 000 m² de bâtiments, et ensuite la chenevote qui va être commercialisée auprès de grands groupes comme Chausson que nous avons rencontrés et d'autres acteurs qui se mobilisent autour des gisements que nous allons sortir de notre unité de fabrication. Ensuite, sur le procédé industriel, on a voulu être vertueux aussi, c'est qu'on recycle l'eau, qui est la matière première que nous utilisons pour hydro-enchevêtrer ces fibres pour réaliser ces géotextiles. Les séchages rapides avec des économies d'énergie. Donc tout a été monitoré, tout a été étudié pour que cet outil industriel soit configuré pour les objectifs finaux que nous souhaitons atteindre.
Donc le circuit de l'eau maîtrisé, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, avec un nouveau procédé de filtration qui nous permet voilà, de recycler toutes les eaux afin d'avoir un impact carbone négatif et bien sûr éviter de pomper sur les nappes phréatiques et maîtriser totalement le procédé industriel. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la valorisation des coproduits, les déchets, donc la Chenevotte, c'est presque 5000 tonnes par an que nous allons sortir de nos usines. Et on a déjà un acteur portugais qui fabrique des blocs de chanvre qui nous souhaiterait nous acheter tous les gisements. Donc c'est déjà de bon augure sur les prospects commerciaux que nous avons déjà activés et qui nous permettent d'être rassurants auprès des investisseurs sur nos démarches commerciales. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, une mobilisation des acteurs nationaux, Eiffage, SNCF et les chambres, mais on a d'autres acteurs qui se sont mobilisés, hein, on a d'autres lettres de soutien qui nous permettent aujourd'hui d'être très confiants sur voilà, l'activité et des produits que nous allons proposer. Les résultats de l'étude de marché de l'IFTH, hein, donc des éléments qui sont assez précis. Hein. Cette étude date de 2023 hein, sur un marché qui représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 10% par an. Et ce qui est étonnant, c'est que 98% sont des produits pétrosourcés et les seuls 2% qui sont utilisés sont des produits à base de coco qui sont importés du Pakistan ou de l'Inde, faits dans des conditions discutables et qui permettent aujourd'hui d'introduire notre produit dans ces parts de marché. Et on est vraiment très confiant selon voilà, les retours positifs que nous avons de nos clients qui nous permettent d'avoir et asseoir notre business plan autour de notre projet. Un prix en phase hein, avec le besoin du marché. Hein. Donc, si vous regardez en fonction des coûts d'acquisition, le consentement que nous avons à payer à la juste valeur les matières premières que nous souhaitons industrialiser, vous pouvez voir que si vous faites un calcul, 80% de la matière première, c'est le consentement que nous avons à payer à la juste valeur les produits qui seraient industrialisés en France dans un périmètre géolocalisé autour de 100 km autour de l'usine et que le prix de vente de 2,50 € est vraiment un prix qui serait totalement acceptable par rapport à des produits qui seraient pétrosourcés de source asiatique. On a fait une étude comparative à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, à gauche, sur la colonne, vous avez donc nos produits et ensuite les produits de la concurrence à base de coco. Et vous pouvez voir qu'on est vraiment dans le spectre tarifaire de ce qui existe aujourd'hui sur des fibres importées et des produits avec voilà, des coefficients qui sont maîtrisés pour nous en termes de produits vendus. Les bienfaits, bien évidemment, c'est une création de 40 emplois hein, sur cette unité industrielle, c'est 200 emplois consolidés. Donc, c'est voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, 5500 tonnes de Chenevotte qui vont être commercialisées, en plus des géotextiles, et un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, c'est 10 millions de mètres carrés, avec des prix avoisinant de 2,50 € à 2,70 € du mètre à horizon de 2028. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux répondre à tout moment. Donc, un écosystème que j'ai voulu mettre en place est de plusieurs acteurs qui se sont mobilisés autour de mon projet afin de pouvoir consolider les chiffres que nous avons apposés sur notre business plan, caractériser nos produits. Voilà, tous ces acteurs se sont mobilisés pour apporter toute leur expérience afin de pouvoir aboutir à un projet structuré et structurant. La culture du chanvre maîtrisée, on a voulu, bien évidemment, la France est le plus gros producteur de chanvre dans le monde, hein, c'est plus de 20 000 hectares. Tout est concentré sur les régions du nord ou est de la France. On a voulu caractériser ces produits en Occitanie et nous avons mené plusieurs campagnes industrielles. Dans un premier temps, premier essai de 13 hectares en 2023. Et en 2024, nous avons lancé 380 hectares pour consolider nos tests industriels, pour connaître bien évidemment les rendements. Et les opérations se sont très bien passées. Et on s'avoisine même proche des rendements qui sont faits dans le nord de la France, donc ce qui est un réel exploit. Mais on s'est entouré d'experts, voilà, des chambres de l'agriculture, mais aussi des groupements d'agriculteurs, afin de pouvoir, bien évidemment, maîtriser l'introduction de cette plante en Occitanie.
Donc, très rapidement, les besoins de la culture du chanvre, hein, c'est une plante qui est très peu consommatrice d'eau, qui permet voilà, d'être totalement en adéquation avec la volonté de la transition écologique. Donc, on a fait un business plan aussi avec les agriculteurs pour connaître les investissements nécessaires au déploiement de cette plante en Occitanie. Et vous avez sur votre droite l'évolution en fonction des années que nous avons mis en place dans le calendrier d'investissement auprès des agriculteurs afin d'avoir les gisements nécessaires lors de la maturité du produit en fine en 2028 de plus de 4000 hectares de surface agricole avec un gisement de plus de 16 000 tonnes attendu sur le besoin de l'unité industrielle. Donc l'approvisionnement en laine aussi sécurisé, on s'est rapproché aussi des plusieurs agences qui s'occupent de l'écoulement de ces gisements. Et aujourd'hui, très peu de gisements sont utilisés, c'est presque un déchet. Donc on s'est aussi mobilisé autour de ces acteurs afin de pouvoir maîtriser ce gisement, de pouvoir écouler ces gisements, afin de transformer de manière sereine ce produit. Donc le site de production à La Roque-d'Olme, hein, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, une des régions les plus sinistres de France, qui a perdu plus de 8000 emplois en 30 ans. Donc ce projet est structurant aussi, mais il est soutenu politiquement partout, par l'État, par la région, afin de pouvoir consolider ce qui reste malheureusement sur le territoire. Et ce projet répond totalement aux attentes politiques, et c'est pour ça qu'on est très soutenu par voilà, l'État et la région. Un produit certifié, c'est que nous visons une certification ASCAL, qui est un label qui permet aux donneurs d'ordre d'être sécurisés sur la processabilité et la reproductibilité de notre produit et la maîtrise des caractéristiques techniques. Et tous les essais que nous avons menés jusqu'à ce jour permettent de rentrer dans ce cadre de certification. Donc le CEREMA et les membres du comité ASCAL supervisent nos travaux afin d'aboutir à ce label ASCAL que nous souhaitons obtenir dès le démarrage de l'usine. Les chiffres d'affaires, hein, avec une montée en puissance en 4 ans, hein, on s'est adapté aussi à la montée en puissance du monde agricole. Pourquoi? Parce que bon, la paille, c'est volumineux, il était inconcevable d'importer du chanvre d'autres territoires, donc on a voulu maîtriser nos gisements sur un rayon de 100 km², et c'est pour ça que l'investissement que nous avons fait est très important, mais totalement adapté à la montée en puissance voilà, du monde de l'agriculture. Une stratégie de commercialisation avec des chantiers tests que nous allons lancer à partir de janvier 2025 avec des premiers essais qui vont être faits avec Eiffage sur des zones APR des autoroutes qui appartiennent à Eiffage. Donc ensuite l'installation de l'usine en 2026, la certification en fin 2026 pour avoir la certification ASCAL en S1 2027. Donc, pas de concurrence française ou très peu de concurrence. Une seule société qui a été identifiée, c'est Géochambre, qui produit aujourd'hui 1,5 million de mètres carrés à 2 millions de mètres carrés et qui est plus destiné à des usages de paillage. Et nous, on est vraiment différenciant par la solution que nous proposons, qui est brevetée, bien évidemment, et qui permet voilà, de faire des applications sur d'autres utilisations, sur des parts de marché où Géochambre n'est pas sur ce type de produit. Les besoins de financement, très rapidement, donc une assiette de 6 millions de fonds propres. Donc aujourd'hui, que ce soit moi, fondateur, on a souhaité faire rentrer aussi les agriculteurs autour de tables capitalistiques parce qu'il était pour moi normal de sécuriser les gisements par l'introduction des agriculteurs autour de la table capitalistique. Ensuite, l'agence régionale d'investissement stratégique qui rentre voilà, au capital à hauteur de 2 millions pour consolider le tour de table. Et ensuite, voilà, des investissements qui sont faits par les mutuelles du Rempart, qui est une mutuelle qui a souhaité aussi investir dans le cadre de leur plan d'investissement. Et Magellim, sur lequel l'enveloppe d'1,4 million est aujourd'hui en recherche de financement. Nous avons été lauréats de l'appel à projet France 2030. C'est une prouesse que nous avons fait. Pour quelle raison? C'est qu'on a déposé le dossier en septembre 2024 et nous avons été lauréats en juin 2024, c'est-à-dire en 10 mois, ce qui est une prouesse. Nous sommes la seule PME en France
à avoir levé autant, c'est-à-dire 6 millions d'euros, et qui nous permet d'avoir voilà, une consolidation et un accompagnement de l'État sur le besoin de financement. Et ensuite, des acteurs bancaires qui se sont mobilisés autour de nous avec un pool bancaire qui s'est dessiné, c'est-à-dire la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, la Banque Populaire et un cofinancement avec la BPI, qui nous permet aujourd'hui d'aller chercher une enveloppe bancaire à hauteur de 9 millions de 9. Et on a déjà un accord des banques qui nous suivent sur l'accompagnement du projet. Donc un total de 21 930 qui n'est que le volet exploitation. On ne parle pas de l'immobilier. Hein. Donc l'ARI, c'est comme je vous l'ai dit, qui est l'agence régionale d'investissement stratégique, qui est vraiment en phase avec la volonté voilà, de la transition écologique et qui vient être notre partenaire dans la consolidation de notre projet. Donc toutes les études que nous avons menées jusqu'à ce jour, que j'ai financées tout en fonds propres, hein, c'est que j'ai vite compris que pour être réactif, pour aller vite et aller chercher du financement, il fallait que notre projet soit à une maturité. Donc, on parle de TRL. Je ne sais pas si les gens connaissent, c'est la maturité du produit. Et notre projet aujourd'hui est en TRL 8, donc proche de la commercialisation. Et les essais de caractérisation que nous menons et les essais en grandeur nature avec les groupes qui nous accompagnent dans les essais en grandeur nature nous permettent d'atteindre les TRL 9 à horizon 2026. Les dossiers instruits, hein, comme je vous l'ai dit, c'est candidature à l'appel à projet France 2030, sur lequel nous avons été lauréats. Sur l'instruction du volet immobilier, tout a été... Aujourd'hui, nous avons toutes les autorisations, parce que bon, comme on est classé ICPE, je ne sais pas si les gens connaissent voilà, les autorisations ICPE. Nous avons toutes les autorisations, tous les dossiers ont été validés par les services de l'État, qui nous permettent d'être très sereins dans l'implantation de notre usine. J'ai une question qui nous est posée. Est-ce que vous voulez que je réponde à cette question ou on peut répondre comme vous le souhaitez? Ouais, tu peux répondre directement, effectivement. Ouais. Ah, effectivement, donc l'impact du changement a-t-il intégré dans le prévisionnel les produits? Oui, effectivement. Aujourd'hui, le chambre ne nécessite très peu d'eau. C'est juste un peu d'eau lors de la semence. Ensuite, c'est une plante qui n'a pas besoin d'eau. Donc ça, c'est une réelle opportunité pour les agriculteurs, mais aussi sur la partie assolement. Il faut savoir que la PAC oblige les agriculteurs à mettre 10% de leur terre en assolement, avec un délai de rotation de 8 ans. Et le fait d'introduire du chanvre sur ces terres d'assolement permettrait de réduire de 4 ans la rotation des terres. Donc c'est un réel avantage technique, climatique autour de l'introduction du chanvre dans les cultures. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Cédric Ramou? Et ensuite, un autre élément, c'est que le chanvre absorbe du CO2 aussi. Donc, ça permet aussi d'avoir un impact carbone très, très bon. Au niveau RH aussi, RH, c'est au niveau recrutement. Donc, c'est 40 personnes qui seront recrutées, hein, avec bien évidemment 30 personnes sur la partie exploitation et 10 personnes sur la partie ingénierie, avec voilà, un travail en 3 équipes pour fabriquer 10 millions de mètres carrés annuels. Ok, je pense que c'est bon. Ouais. C'est bon. Donc, je vous ai parlé des fonds d'investissement, je vous ai parlé voilà, des acteurs mobilisés, donc le soutien sur le volet immobilier. Le volet, si on en parle, Alexandre, c'est qu'on a estimé qu'un bâtiment, c'est 9 millions d'euros d'investissement. Et là aussi, des acteurs se sont mobilisés privés pour voilà, nous apporter des solutions sur le portage immobilier. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, cher Alexandre. J'espère avoir été précis sur voilà, peut-être comment participer à l'aventure. Maintenant, c'est les gens qui veulent se mobiliser autour de ce projet, qui est vertueux, qui correspond socialement, aussi sociétalement aux orientations que veut aussi notre pays, au manque de souveraineté industrielle.
Et nous pensons que ce projet rentre vraiment dans l'avenir et espérons que les acteurs se mobiliseront avec nous autour de ce projet. Merci, je reprends la main. S'il y a des questions, bien sûr, on peut y répondre maintenant ou tout à la fin. Donc, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Alors, sur les conditions d'investissement, alors déjà, pourquoi on est ravi de nous travailler avec Victor et Géotex, parce qu'on a on va dire une vision commune sur l'innovation et la construction écologique, où on souhaite apporter évidemment des financements, mais aussi notre thèse stratégique dans le développement de Géotext sur le long terme. Il y a un marché qui est en pleine croissance, effectivement, parce que ça rentre dans la thématique, j'allais dire française, mais même mondiale, hein, de décarboner les secteurs, et notamment celui des géotextiles qui est très pétro-sourcé et pétro-fabriqué. Donc ça rentre dans cette thématique écologique. On disait au départ levée de fonds de 6 millions d'euros, à laquelle on a l'opportunité de participer à hauteur d'1,4 million. Donc, comme disait Victor, hein, les autres co-investisseurs que sont l'ARI, ses agriculteurs, bien sûr, et la Mutuelle du Rempart ont déjà validé leur participation. Hein. Donc, on n'est plus en recherche d'autres investisseurs. Le tour de table, il est sécurisé. La structuration sera celle-ci post-opération. Victor, on a tous souhaité qu'en tant que porteur de projet, évidemment, on reste l'actionnaire majoritaire de la société. Et ensuite, chacun détiendra une partie du capital en fonction du montant investi. Donc, entre 6% et on dirait 20% pour l'ARIS, qui sera le plus gros investisseur avec 2 millions d'euros. Et les investisseurs de Baltis ont donc l'opportunité de rentrer dans une SAS qu'on a constituée, qui s'appelle Geotex Invest, qui est accessible à partir de 1 000 euros. Et ensuite, Geotex Invest rentrera au capital de Occitanie Geotex. J'en profite en termes de timing. Effectivement, on est dans un timing assez serré, hein, parce qu'on est déjà le 11 décembre, même si on avait commencé les démarches, les rendez-vous, les roadshows au mois d'octobre, on rentre dans le dernier virage. Effectivement, l'investissement doit être finalisé avant le 31 décembre 2024. On a fait un rendez-vous hier avec tous les investisseurs et tous les acteurs du projet. Tout le monde est aligné sur le fait de faire un closing au 31-12. Donc oui, de finalisation avant le 31 décembre, notamment pour les sujets fiscaux. Vous allez voir côté Baltis où on peut bénéficier d'une réduction fiscale en investissant, sous réserve effectivement que la souscription soit effective avant le 31 décembre. La valorisation pré-monnaie est de 5 millions plus les 6 millions les 5 millions pardon, de capital qui sont apportés. Donc, on est sur une valorisation post-monnaie de 10 millions et les investisseurs de Geotex Invest détiendront, comme on l'a vu juste avant, 14% du capital. Les différents scénarios de sortie à horizon 4-5 ans. Le premier, ce sera un industriel du secteur qui viendrait consolider ou ouvrir ses activités à d'autres activités. Un acteur financier qui viendrait aussi développer l'activité de Geotex pour peut-être l'ouvrir sur d'autres régions. L'idée de Victor, c'est vraiment de faire, comme on a vu, un écosystème très très régional, mais évidemment qui peut se dupliquer dans toutes les régions, parce que toutes les régions ont des produits naturels qui peuvent être, eux, transformés pour pouvoir avoir des applications différentes. Donc c'est un modèle qui peut se dupliquer dans d'autres régions de France. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Victor, là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Donc l'intérêt que nous avons, c'est effectivement faire une usine vitrine pilote, hein, qui nous permettrait ensuite de faire des licences d'exploitation et de dupliquer ce même modèle industriel sur d'autres régions, mais aussi d'autres pays. Un fonds régional, effectivement, soit pour consolider l'outil de production de la région, ou soit éventuellement, Victor, en fonction du développement, le rachat progressif ou total des autres actionnaires. Sur les scénarios de sortie, sur la valorisation, on l'a fait en deux formats. Une valorisation plutôt sur les coûts globaux, on va dire sur l'outil, notamment sur l'outil industriel, un bâtiment qui serait valorisé 10 millions d'euros post évidemment livraison, machine, la R&D, les brevets et les stocks, donc ce serait une valorisation d'environ 30 millions d'euros qu'on estime, donc soit un multiple investisseur qui rentre aujourd'hui de 2,9, et une approche plutôt financière, un peu plus traditionnelle, qu'on a faite sur un multiple de l'EBITDA en fonction du développement 2029 de Geotex, avec un EBITDA de 7,9 millions. On a trouvé des comparables, même si ce n'était pas facile, mais en tout cas, on a essayé d'estimer des comparables sur des multiples de valorisation de l'EBITDA entre x5 et x12. Donc, ça fait des valorisations entre 39 et 94 millions, et donc des multiples pour les investisseurs entre x3,8 et x9,2. Donc, évidemment, c'est chiffre à donner à titre indicatif, parce que on allait voir que le chiffre d'affaires
on l'a vu sur le slide, progresse assez vite et ensuite se stabilise. Et cette stabilisation, on a pris cette stabilisation, l'EBITDA de cette stabilisation, qui a un rythme, on va dire, de croisière à partir de 2028, 2029 et les années suivantes, pour en faire un EBITDA qui est régulier et donc une valorisation avec un multiple qui nous paraît autour des x8 en termes de cible par rapport à ce qu'on a identifié. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, Alexandre, c'est que alors on va rentrer un peu plus dans la technique, mais c'est pour évaluer la potentialité de notre usine pour atteindre les objectifs finaux à hauteur de 10 millions de mètres carrés. On a été très conservateur sur la performance de nos machines. On est parti avec des taux de rendement statique à 75%, mais on sait qu'avec la maîtrise de l'outil, on pourra atteindre 80 voire 82% sur les taux de rendement. Donc il y a des marges de manœuvre encore intéressantes à venir sur les années à venir, sur horizon 2027-2028. Yes, merci. Sur les dispositifs fiscaux, du coup, je l'ai un peu abordé. Plusieurs, je vais commencer par le bas. Éligible aux personnes morales, ça c'est assez traditionnel, hein. Vous pouvez souscrire via une société, le PEA et le PEA-PME, parce que vous souscrivez à des actions, donc éligible à ces deux enveloppes fiscales-là. Éligible au dispositif d'apport-cession, donc l'article 150 BTR pour les chefs d'entreprise qui ont revendu, qui ont des sujets de réemploi, c'est éligible. Et enfin, un peu plus nouveau, le dispositif JEIR, on va voir juste après, qui vous permet en tant que particulier de bénéficier d'une réduction de 50% du montant investi sur votre impôt l'année prochaine. Donc le statut JEIR, donc jeune entreprise innovante, a deux statuts. Celui-ci est le JEIR, qui est le jeune entreprise innovante de rupture, qui a certains critères d'éligibilité qui sont respectés par Géotech sur la durée d'avoir moins de 8 ans, le nombre de collaborateurs et le montant d'investissement en R&D. Et qu'est-ce que ça procure? Ça procure évidemment des avantages pour l'entreprise. C'est pour ça que le dispositif a été créé. Donc exonération de charges sociales pendant 8 ans, exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 8 ans et le fait de pouvoir bénéficier au crédit d'impôt recherche, pareil pour la société. Et enfin, pour la partie investisseurs qui rentreraient au capital, les investisseurs ont une réduction d'impôt sur le montant investi, donc de 50% du montant investi, avec des plafonds qui sont de 50 000 euros pour les personnes en couple et 25 000 euros pour les personnes seules. Donc de manière un peu plus détaillée, donc c'est 50% du montant, sachant que cette réduction d'impôt-là, point important, elle ne rentre pas dans le plafond des niches fiscales. C'est hors plafond des niches fiscales, donc vous repartez à zéro avec un nouveau crédit qui vous permet de réduire vos impôts jusqu'à 50 000 euros l'année prochaine. 3 exemples qui permettent d'illustrer ça. Vous investissez 1 000 euros aujourd'hui, réduction de 50%, donc 500 euros de réduction d'impôt l'année prochaine. Donc si vous payez 500 euros d'impôt d'habitude, vous en payerez zéro l'année prochaine. 10 000 euros, donc 5 000 euros, et 50 000 euros, 25 000 euros. Donc si vous avez l'habitude de payer 25 000 euros d'impôt chaque année, si vous investissez 50 000, vous aurez une réduction de 25 000. Donc c'est bien une réduction du montant de l'impôt. Ça ne vient pas réduire l'enveloppe d'imposition, c'est l'impôt qui est réduit l'année prochaine et l'attestation d'éligibilité est disponible sur le site. Et on vous enverra au premier trimestre 2025 un document indiquant quel montant vous devez déclarer dans quelle case qui vous permettra d'avoir cette réduction d'impôt. Comme le disait Philippe sur la question tout à l'heure, évidemment, ça c'est sous réserve que la souscription et l'investissement soient bien réalisés avant le 31 décembre de l'année. Donc 31 décembre, et le projet est validé à partir d'un seuil de succès de 800 000 euros. On a volontairement mis un seuil de succès un peu bas, justement pour garantir qu'on ait au moins 800 000 euros d'ici 31 décembre, et le reste pourra être collecté en 2025. Mais il n'y aura pas de réduction fiscale en 2025 sur la réduction 2025. Il y aura un décalage d'1 an, sous réserve que le dispositif soit prolongé par le futur potentiel gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause, évidemment, sur le dispositif 2024. Donc, toutes les souscriptions qui sont faites cette année seront bien effectives sur l'imposition 2025. Normalement, le dispositif va continuer en 2025. Donc, on pourra renouveler l'opération sur une autre partie s'il y a besoin. Mais du coup, ça servira à réduire les impôts de l'année 2026, qui seront payés en 2026. Donc, il y aura un décalage d'1 an. En tout cas, pour tout ce qui se fait en 2024, il n'y a pas de sujet. C'est bien prolongé. Et slide aussi important, pas de frais pour les investisseurs de Baltis, pas de frais d'entrée ou pas de frais de sortie. Donc finalement, vous investissez 5 000 euros, il y a bien 5 000 euros qui seront investis. Comment ça fonctionne? De manière très simple. Si vous n'avez pas encore de compte sur Baltis, c'est de vous connecter et de vous créer un compte. Vous rentrez sur la page du projet Géotex, signez votre bulletin de souscription, payé par virement ou via votre PEA.
Et ensuite, vous serez indirectement actionnaire et ambassadeur de Geotex d'ici le 31 décembre maximum. Et encore une fois, la collecte a ouvert tout à l'heure, enfin, a ouvert lundi même. Donc, vous pouvez d'ores et déjà y participer, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vois juste une question dans l'onglet questions aussi. L'année fiscale 2024-2025. Donc, c'est souscription en 2024 pour réduire votre impôt de l'année 2024, mais que vous payez l'année prochaine. Donc, ça viendra réduire l'impôt que vous devrez payer l'année prochaine en 2025, qui correspond au revenu 2024, mais que vous payez en 2025. Et donc, si vous souscrivez en 2025, ce sera l'imposition que vous payerez en 2026 sur les revenus 2025. Donc, il y a un décalage évidemment d'un an, mais c'est bien la réduction d'impôt de 2024 qui est payée en 2025. Si c'est clair, Jeanne, sinon n'hésitez pas à me le redire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet fiscal, sur évidemment l'écosystème Geotex pour Victor. En tout cas, le replay sera envoyé. Vous aurez aussi le support par mail, mais qui est déjà disponible sur le site de Baltis. Il y a une présentation du projet et des pièces annexées qui sont notamment ce document-là. Donc tout est en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je tenais à remercier déjà tous les participants sur lesquels voilà, je vois par l'intérêt et les félicitations que ce projet a écho. Donc, pour répondre pour la SNCF, j'ai une étude de marché qui est là et qui pourra donner quelques éléments assez précis sur les usages de la SNCF. C'est sur les stabilisations des talus pour pouvoir éviter l'érosion. Il faut savoir que la SNCF doit entretenir par an plus de 40 000 hectares par an. Donc, imaginez-vous le potentiel de ce type de produit pour éviter, les enrochements sur l'entretien de ces talus. Et le procédé aujourd'hui qui est utilisé, c'est de la pulvérisation de graines pendant les saisons adéquates, mais il y a très peu de rendement, beaucoup de pertes et pas beaucoup de résultats. Et ce produit viendrait vraiment remplacer cette technique qui est aujourd'hui très décriée. Et 40 000 hectares fois 10 000 mètres carrés, vous pouvez imaginer le chiffre qui est colossal. Même si on ne fait que 10%, ça ferait tourner 4 usines. Donc, très rapidement, le chiffre qu'un seul client permettrait de faire tourner 4 usines. Vous voyez, donc, on reste très modéré, très conservateur. Mais par contre, on est très important. Alors, bien évidemment, la durabilité est un produit sur les problématiques de stabilisation des talus et anti-érosion. La durabilité a un sens, c'est qu'on veut que le produit se détruise au bout d'un certain nombre d'années pour que le système végétatif puisse reprendre. Donc là, il n'y a pas un problème de durabilité. Par contre, nous travaillons sur des applications d'enfouissement avec des partenaires dont le CEREMA, où nous visons des durabilités de 5 à 10 ans. Ce qui est intéressant pour des applications type chemin de halage ou voie verte, qui nous permettrait d'introduire ces produits dans les séparations de couches lors des infrastructures. Donc là, on est en train de caractériser nos produits avec l'Institut français textile et habillement pour connaître la durabilité de nos produits. Mais il faut savoir que toutes les normes aujourd'hui qui existent pour les faire tester la durabilité n'est faite que sur des produits pétrosourcés. Donc, on est en train de réfléchir avec le CEREMA pour adapter une norme en fonction de nos produits. Pourquoi? Parce que la norme, la durée de vie d'un pétrosourcé, c'est de 100 à 500 ans. On sait que 100 à 500 ans, c'est la durée de vie de destruction d'un plastique, mais pour des infrastructures, c'est trop long par rapport à la durée de vie souhaitée. Donc, on est vraiment une réelle alternative. Donc, effectivement, avec la SNCF, c'est un très gros potentiel et vous pouvez imaginer que j'ai accès pour consolider mon business plan. Le premier rendez-vous que j'ai fait, c'est avec Monsieur Farandou de la SNCF, qui est un acteur très important et on sait qu'ils utilisent aujourd'hui un BIDIM avec un chiffrage important d'utilisation de pétrosourcés. Et là, on vient vraiment avec une solution qui crée beaucoup d'appétence vis-à-vis de cet acteur. Donc, on doit le rencontrer encore en février afin de pouvoir commencer à statuer sur les besoins en 2026. Mais effectivement, c'est un très gros potentiel, la SNCF. Mais on veut aussi ouvrir nos chakras, les écoutilles pour aller challenger d'autres produits. La réglementation européenne
aujourd'hui n'est pas encore dicté mais il y a des groupes de travail qui sont en train de se faire. Et il y a un dernier rapport qui a été transmis au ministère de l'Agriculture sur la volonté de supprimer certains usages de pétrosourcés pour les problématiques de pollution des nappes phréatiques par les microplastiques. Donc cette solution vient, donc le projet que nous avons permet d'avoir un écho au niveau ministériel afin de créer voilà, des groupes de travail pour avoir des lois dans très peu de temps. Et c'est pour ça qu'on est soutenu politiquement et à faire un lobbying à très court terme pour pouvoir interdire certains usages de géosynthétiques. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très épaulé par, voilà, par le monde politique. Ah mais bien sûr, mieux vaut le chanvre et la laine que le plastique. Mais bon, il est si facile de transformer du plastique et plus difficile de planter du chanvre. Donc, on est rentré dans un monde voilà, où la rentabilité, on cherche, mais l'impact de la pollution, il est là. Il faut savoir qu'on ingère la valeur d'une carte bleue tous les ans. Chaque être humain aujourd'hui ingère la valeur d'une carte bleue et on ne veut pas laisser un monde pollué à nos enfants. Donc, il est de notre devoir de trouver des solutions qui viennent vraiment être une alternative écologique, industrielle à ces produits voilà, qui viennent massifier tous ces usages. Et c'est des retours fondamentaux, effectivement. Il faut savoir que les cordages des bateaux sous le règne de Louis XIV étaient faits en chambre. Hein. Et le pétrole est venu par là après, mais lié à sa résistance mécanique. On pourrait en parler pendant des heures, hein. Je suis un passionné. Alors, pour les usages pour l'habitat, effectivement, il y avait plusieurs orientations que nous avons imaginées dès le départ. Alors, pour l'habitat, sur la partie isolation, on n'a pas voulu aller parce que c'est des scénarios totalement contrefactuels, avec des procédés industriels totalement différenciants par rapport aux nôtres, et très facilement concurrençables. Donc, on n'a pas voulu s'axer là-dessus. Parce que bon, ce produit à base de chanvre vient de concurrencer des produits à base de laine de roche ou autre. Donc, on sentait qu'il y avait quand même un certain challenge, beaucoup d'acteurs qui s'étaient mobilisés autour de l'isolation. Par contre, sur des applications au niveau des géotextiles, on est très peu, voire aucun. Et il y a des réelles opportunités pour nous dans un futur très proche. Et ensuite, pour les coproduits, pour l'usage de l'habitat, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que 50% de la plante de chanvre est utilisée pour l'habitat, et notamment la chènevotte, qui est utilisée aujourd'hui dans des blocs de chanvre, mais aussi dans le label construction en chanvre, c'est ce que nous allons avoir dans très peu de temps, lors du démarrage. Donc, il y a un acteur qui fabrique des blocs au Portugal qui s'est mobilisé déjà pour acheter tout le gisement. Nous avions la volonté de collaborer avec des acteurs territoriaux, notamment le groupe Chausson, qui est le 3e fabricant de blocs en France, et qui nous avons déjà rencontré et qui lui aussi est intéressé pour utiliser le chanvre dans ses applications sur la fabrication des blocs. Donc on a beaucoup de demandes, mais on n'a pas encore statué sur l'acteur avec qui on va commercialiser la chènevotte. Mais déjà, un acteur portugais s'est déjà mobilisé pour nous acheter tout le gisement. Pour quelle raison? C'est qu'il achète cette chènevotte aux chanvrières de l'Aube, à Troyes, et que le fait de l'acheter à Lavelanet donc, lui fait gagner plus de 700 km par rapport à l'usine finale. Donc 700 km, c'est plus de 1000 € le transport de gain. Et il faut savoir que c'est très volumineux, hein, la chènevotte, il y a beaucoup d'air. Et donc, c'est l'équivalent de 3 semis par jour qui partiraient de l'usine. Donc, imaginez-vous, sur 250 jours ouvrés, le nombre de semis qu'il faudrait pour acheminer la chènevotte auprès du Portugal. Donc, 250 000, ça fait presque 750 semis par an, à un gain de 1000 €. Vous voyez l'économie d'échelle que peuvent avoir les utilisateurs. Et effectivement, la chènevotte est destinée à l'isolation thermique sur des panneaux de porte. Donc, il y a un marché qui est totalement en rupture. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est que la chènevotte était valorisée à 180 voire à 200 € la tonne en 2018. Et vous savez, aujourd'hui, elle est à plus de 750 € la tonne. Donc, dans notre business plan, on l'a valorisée à 350 € la tonne. Donc, on sait qu'il y a des marges de manœuvre aussi de gain à avoir sur le produit. Et on sait aussi,
adaptée à la valorisation de ce produit, parce qu'il faut la qualifier, il faut la calibrer, et les investissements que nous avons faits sont en adéquation avec le label Construire en chambre. Et bien sûr, l'idéal, c'est une transformation en région, c'est pour ça que je me suis rapproché de Chausson. Mais très rapidement, pour que vous compreniez pourquoi on a voulu se sécuriser sur le gisement, et pourquoi, parce que c'est un produit très encombrant. Notre usine va décortiquer 4 tonnes à l'heure. 4 tonnes, si vous sortez 50% de bois, c'est 2 tonnes à l'heure. Donc, de suite, il vous faudrait des surfaces de stockage immenses. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu se sécuriser déjà dans la maîtrise d'un flux de dégagement. Mais si demain un acteur se positionne, on privilégiera le territoire, bien évidemment. Mais c'est vraiment dans la stratégie de maîtrise des flux qui est très important. Et diminuer l'empreinte foncière. Et un dernier élément, c'est que la Chenevotte est utilisée aussi pour tout ce qui est litière. Il faut savoir que les chambrières de l'Aube, eux, décortiquent 9 tonnes à l'heure. Donc, imaginez, c'est plus de 4 tonnes et demi de Chenevotte qui sortent. Et tous les gisements partent en Angleterre pour tout ce qui est usage de tout le milieu équin. Pourquoi? Parce que pour remplacer le foin qui est allergène pour les chevaux. Et la Chenevotte est vraiment un remplacement au foin. Et tout leur gisement part, et ils sont en rupture, donc ils prévoient aussi de réinvestir dans des ateliers de décortication pour encore valoriser encore plus de la Chenevotte. Donc il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. On suscite aussi beaucoup d'interrogations parce qu'ils estiment qu'on a été très rapide dans notre analyse du marché, dans la structuration de notre filière. À l'espace de 24 mois, on a été très pertinent dans notre approche. Bon, c'est peut-être l'historique que nous avons à éviter de tomber dans les verrous qui peuvent. On a voulu lever tous ces verrous. On a maîtrisé tous ces jalons afin de pouvoir maîtriser totalement notre process industriel. Merci Frédéric pour toutes ces questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et désolé, on pourrait parler pendant des heures. Hein, je suis peut-être trop, mais bon. Non, mais de toute façon, on voit bien que c'est un sujet, que tu maîtrises évidemment, mais surtout même qui va au-delà de ça, de plus de la passion et de l'intérêt de bien maîtriser toute la filière et tout l'écosystème, parce que finalement, l'objectif de fédérer tout le monde aussi fait que la région va en profiter à plusieurs niveaux. Et la dernière question à Fabrice Joso, c'est que j'ai dû, si vous voulez, m'organiser j'ai mis pas un sommeil, mais bon, j'ai d'autres activités. Mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai financé en fonds propres toutes ces études afin de pouvoir consolider ce projet, afin de pouvoir avoir des éléments assez précis lors du démarrage. C'est pour ça qu'on fédère beaucoup d'acteurs autour de moi, parce que j'amène toutes les études, toutes les caractérisations, tout le portefeuille client. Voilà, j'ai été assez pertinent dans la structuration de ce projet. Je suis soutenu parce que j'ai une historique territoriale aussi important. Hein. Je suis reconnu par les réussites de mes anciens projets aussi, qui permettent aussi de sécuriser les acteurs autour de moi. Mais de l'autre côté, je vais me mobiliser sur les 2 années qui viennent, 2025, 2026, 2027, afin de pouvoir mettre sur les rails cette usine, pour réfléchir ensuite à des duplications d'usines dans les territoires limitrophes. Et je suis déjà demandé pour implanter une usine au Kazakhstan, vous voyez. Donc c'est déjà tout l'écho que nous avons, toute la presse qui est véhiculée autour de ce projet intéresse beaucoup d'acteurs. Oui, alors oui, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous donner quelques chiffres. Hein. Le territoire d'Occitanie, c'est 1,3 million d'hectares. Là-dessus, je vous ai parlé de 4000 hectares avec un rendement de 4 tonnes à 4 tonnes et demi à l'hectare. Ça ne représente même pas 10% des terres en ensolement. Donc, il y a une réelle capacité à introduire le chanvre en Occitanie. Il y a les surfaces aujourd'hui sont c'est même attristant, ça se dit, oui, c'est 53% des terres d'Occitanie sont en prairie sur les 1,3 million d'hectares. Imaginez-vous un peu le monde de l'agriculture dans quel désarroi ils sont. Donc il n'y a aucune problématique, et c'est pour ça que les agriculteurs se sont de suite fédérés autour de ce projet. Et il faut savoir que
Le consentement que nous avons aujourd'hui acheté le chanvre à hauteur de 250 € la tonne équivaut au tournesol. Donc, il n'y a même pas de problématique, vous voyez, de conflit d'intérêt sur d'autres cultures. Donc, on a vraiment étudié, voilà, sur la partie économique, technique, les surfaces, en adéquation avec notre besoin. Et le fait de rentrer au capital, vous pouvez imaginer qu'on se sécurise aussi les gisements. Donc, c'était une de mes stratégies aussi. Il est 12h31, on a dépassé d'1 minute, mais peut-être il y a une dernière question peut-être de Frédéric, je crois qu'il est en train d'arriver. Non, c'est plus un commentaire. Mais effectivement, c'est un bon équilibre économique pour les agriculteurs. Et c'est pour ça que je pense que, en plus, notre projet est locomotive par rapport à d'autres acteurs qui veulent se lancer dans d'autres valorisations voilà, de la plante. Le chanvre peut générer aussi de la graine, hein, la graine qui peut être un élément, voilà, pour de l'huile ou d'autres, voilà, d'autres usages. Donc c'est pour ça qu'on ouvre la voie aussi aux agriculteurs de diversifier leurs activités pour planter du chanvre pour d'autres applications. Ça marche. Écoute, Victor, merci beaucoup pour cette présentation et ces réponses. Merci à tous pour votre participation et vos questions également. Je pense on va pouvoir clôturer. Encore une fois, vous recevrez le replay si vous êtes arrivé un petit peu en retard. La présentation, bien sûr, est disponible sur le site et vous la recevrez. Et on se tient à votre disposition. Et Victor, évidemment, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez prolonger la discussion, comme vous avez vu, Victor est passionné, donc il peut en parler pendant des heures. Et il se fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci Victor pour ton temps ce matin. Bravo encore, hein. On a eu l'occasion de se le dire, mais pour tout l'écosystème. Mais je pense que les forces vives de la France doivent se mobiliser aujourd'hui pour relancer ces territoires qui sont malheureusement dévastés par la désindustrialisation. Et je sais pas, j'ai peut-être eu l'épée, on va dire, de la bonne volonté de vouloir industrialiser le territoire. Et c'est voilà, c'est pour ça que depuis 2 ans, je m'affaire à lancer cette industrie. Qui fonctionne et qui est sur le point d'aboutir sur tous les sujets sur lesquels tu travailles depuis 2 ans. Ouais. Si vous arrivez à consolider un système bancaire aussi vite, c'est qu'il y a vraiment de l'appétence pour consolider nos besoins financiers. Exactement. Ça marche. Écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Merci Victor pour ton temps. Et puis, on se retrouve bientôt sur Baltis pour la suite. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.